Bonjour, merci d'être ici, merci par ta conférence et l'atelier que tu nous offres aujourd'hui en live. Merci à Et toi. commence à arriver des gens sur YouTube, de l'autre côté. Tout va bien de ton côté, Carmen? Ça va, merci. Et toi? Ça va, merci beaucoup. Tu vis bien ces journées si intensives? C'est ça, intensive et riche, on va dire, et plein de bienveillance, c'est beau. Et Génial. des gratitudes, du coup, pour tout le mouvement qui est en train de se créer entre toutes les femmes qui participent au sommet, les intervenantes, toi aussi également, c'est très beau. Génial. Génial. On se pousse vers le haut ensemble, on va plus loin, comme on dit. Mhm. C'est Ouais, très, très, très beau. complètement. Et voilà, pour débuter l'atelier, j'avais envie de te demander à cultiver la gratitude. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a des grands changements quand nos enfants arrivent dans notre vie. Et parfois, c'est des phases très, très dures où on a du mal à se connecter avec la gratitude. Donc, c'est vraiment facile d'être dans la gratitude pendant les moments simples. Et par exemple, par rapport à la maternité, quand la grossesse se passe bien, ou quand l'accouchement se passe bien, ou quand le bébé est né en bonne santé, c'est très simple. Par contre, les moments les plus compliqués, quand on a du mal à être dans la gratitude, c'est quand on se rend compte qu'on ne répond pas comme on souhaitait face aux difficultés qu'on peut avoir avec nos enfants. Et ça peut être des moments où on se sent face à notre colère, face à notre impuissance envers les enfants, face à des frustrations qu'on n'arrive pas à gérer. Donc cultiver la gratitude, c'est une manière de prendre cette attitude face à tous les défis de notre vie quotidienne avec les enfants. Donc les moments les plus simples qu'on peut le faire de façon systématique, on va le faire évidemment tout le temps. Mais le but ici, c'est de commencer à regarder nos émotions de façon un peu plus neutre. Donc, avant d'être maman, quand on voit une personne qui parle mal à son enfant ou qui a des gestes de violence, on est dans l'incompréhension. Par contre, quand nous, on le vit, on sent qu'il y a des émotions qui viennent, qui vont nous prendre complètement. Et c'est à nous de voir comment on va agir face à cette émotion pour passer à l'acte. Donc, on sait déjà que derrière une émotion, il y a une pensée. Par exemple, je mets quelque chose de très évident. Quand on veut donner un bain à un enfant ou le faire manger, et cet enfant est dans le déni et dans le rejet, bien évidemment qu'il y a une pensée qui va activer une émotion. Et parfois la pensée c'est « je suis incapable, je ne peux pas gérer cet enfant, je ne connais rien en éducation et je ne peux pas le faire ». Donc comment faire pour changer la pensée qu'on a face à une situation qui nous réveille quelque chose qui n'est pas confortable ou qui est difficile à vivre. Donc, il est important aussi de pouvoir prendre un moment avant de passer à l'action. Et c'est la gratitude parfois qui nous permet de sortir des liens très très forts qu'on a avec nos enfants pour nous recentrer avec nous-mêmes avant de passer à l'acte. Donc, ce serait déjà pour commencer de pouvoir voir toutes nos émotions d'une façon plus neutre, sans se regarder positive et négative. En sachant que par exemple la colère nous permet de nous éloigner d'une situation qui est trop compliquée, la peur nous oblige à prendre un moment avant d'agir et on se sent congelé. Donc chaque émotion, si on arrive à la voir d'une façon plus neutre, c'est beaucoup plus simple après de choisir l'action qu'on va avoir. Donc déjà, et je ne sais pas si on avait parlé avec toi la dernière fois, mais quand on va dans des maternités, par exemple en France ou au moins à Toulouse, on a plein de panneaux qui disent « il ne faut jamais secouer un enfant ». Donc, c'est très choquant parce que quand on est là, on vient d'accoucher, on se dit « comment on me dit qu'il ne faut jamais le secouer ?» Mais c'est des pensées ou des envies qu'on peut avoir quand on est trop dans l'émotion, par exemple, et on a cette impression qu'on ne sait pas comment agir, on ne sait plus quoi faire. Donc, vraiment d'avoir cette idée déjà en tête qu'il ne faut jamais secouer un enfant nous permet sur le moment de se dire je ne vais pas le secouer, je ne vais pas le maltraiter. Par contre, personne ne nous parle de toutes les émotions qu'on peut avoir face aux défis quotidiens qu'on a avec les enfants.
Et c'est quelque chose qu'on vit dans la vie de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je me suis partie un peu dans tous les sens. Dans tous les jours, on peut ressentir des émotions très fortes. Et ça peut être son rôle de maman qui a beaucoup de tabous, parce que normalement c'est quelque chose qui est être épanouissante et ravissante tout au long de la vie. Et ça peut nous arriver aussi dans d'autres domaines de notre vie, qui peuvent être très difficiles à vivre ces émotions. On ne sait pas parfois quoi faire avec cette intensité. Et il y a déjà les regards de l'autre et déjà nous-mêmes. Et comme tu dis, avoir un regard différent, on va dire plutôt neutre de cette émotion va nous permettre de les accueillir quelque part. Sinon, peut-être ça ne s'accueille pas et ça peut passer peut-être à l'action justement. Oui. Et justement, qu'est-ce qui nous arrive quand on ne peut pas les accueillir? On garde la culpabilité par rapport à l'action qu'on a fait. Donc ça peut être un cri, ça peut être un geste un tout petit peu violent, prendre un enfant par les bras, etc. Ou des gestes carrément plus violents. Donc quand on a cette culpabilité, on s'empêche d'aller au-delà de cette émotion. Donc pour pouvoir changer l'émotion, il faut qu'on puisse changer aussi la pensée qui est derrière cette émotion. Et parfois cette émotion est liée à quelque chose de notre vie très lointain quand on était enfant et on a reçu des mandats. Et ça, on travaille beaucoup en analyse transactionnelle et en constellation familiale, de comment travailler les mandats qu'on a au niveau familial. Donc, en l'analyse transactionnelle, on a 3 états. C'est Eric Bernet qui travaille sur l'analyse transactionnelle. Et ce qui est très utile, c'est de nous comprendre dans quel état on est face à une situation. Donc, en fait, dans l'état adulte, que c'est l'état où on est maintenant, où on n'est pas dans les jugements de l'autre, on n'est pas dans le victimisme, on est juste présent ici et maintenant, on va voir qu'on a quand même des émotions qui viennent de notre état enfant, mais qui appartient à l'état adulte. Donc cette émotion va nous permettre d'être en lien avec tout ce qu'on vit autour de nous. Par contre, quand on passe dans notre état parent, on va juger une situation. Donc si on arrive à s'en servir dès notre temps enfant pour être en lien avec tout ce qu'on vit, parfois, on trouve des émotions qu'on les répète énormément ou qu'on les vit très souvent. Ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, la frustration très profonde. Et quand on arrive à voir que cette émotion nous appartient depuis notre enfance et on arrive à la travailler, en fait, on doit passer d'abord par l'acceptation de ce qu'on a vécu pour se dire, maintenant, est-ce que c'est adapté à ce que je suis en train de vivre ou c'est une émotion qui est juste en lien avec le passé? Donc ça nous sert beaucoup de faire un travail d'introspection ou thérapeutique pour voir quelles sont les émotions qu'on répète beaucoup. Et une manière de pouvoir les travailler, c'est surtout de sortir de cette culpabilité qui nous amène à les revivre une fois après l'autre. Oui, c'est très intéressant de faire un petit rappel à ces états. Je les explique dans la conférence, mais pas tout le monde l'a pu encore voir et savoir à quel moment on peut réagir. Dans la journée, on peut même changer, on peut être dans notre état plutôt adulte, enfant ou parent et on peut basculer comme ça tout au long de la journée. Oui. C'est bien ça. Tu veux que je fasse un rappel de ça? Et je peux poser la question à ceux qui nous regardent, si jamais vous en avez besoin de ce rappel. Il y a un petit écart quand nous devons recevoir l'info, mais on va poser la question. Et donc, on a le retour. J'avais envie de te demander comment on peut travailler cette culpabilité. Cette culpabilité. Quand elle apparaît par rapport à ces émotions. Donc, parfois, quand on sort de nos mandats, qu'on a des mandats qui sont vraiment installés pour nous montrer comment est-ce qu'on doit vivre en société, on va sentir de la culpabilité parce qu'on a l'impression qu'on ne va plus être aimé par notre tribu, par notre clan. Par exemple, le mandat, ça peut être d'appartenir à une religion, de s'habiller d'une façon, d'être dans la politesse, par exemple en France, il est très important d'être poli, etc. Donc, chaque famille a des mandats différents et chaque culture et société a d'autres mandats différents. Quand nous, dans notre état présent, on a envie de changer les mandats, parfois on ressent cette culpabilité, mais c'est une façon de nous montrer aussi qu'on est en train de grandir, de quitter la façon de faire ou de penser de notre tribu, de notre clan. Donc, pour s'en sortir quand c'est par rapport au mandat,
On va mettre un exemple. On vient d'une famille où il y avait beaucoup de violences physiques ou verbales. Et nous, on apprend, je ne sais pas, de l'éducation positive, on fait de la méditation, yoga, etc. Donc, on est très zen. Quand un enfant fait une grosse bêtise et on est vraiment prise par toutes les émotions, là, on va voir le premier choix que ça va être retourner à la violence, ou le deuxième choix que c'est être connecté au moment présent et avec nous qui on est aujourd'hui. Et parfois, on va faire un changement. Et au lieu d'être dans la maltraitance, on peut rester dans la bienveillance. Donc, au début, on peut sentir qu'on est en train de lâcher ce mandat qui nous disait, je ne sais pas, pour qu'un enfant puisse apprendre, il faut soit un coup, soit un cri. Donc, une fois que nous, on sort de ça, c'est comme de faire un changement d'une théorie pratique à une autre théorie pratique, l'éducation par la violence ou l'éducation par la bienveillance. Au début, on va sentir cette culpabilité, on va sentir qu'on ne trouve pas notre place, qu'on a peur de lâcher ça, et au bout d'un moment, on va pouvoir retrouver notre nouvelle place dans la bienveillance. Et parfois, c'est la culpabilité qui nous montre qu'on est en train de lâcher les mandats. Donc, c'est comme si on avait peur de perdre l'amour de notre clan envers. Et en dehors de ça, quand on sent de la culpabilité par rapport à certains gestes qu'on a pu avoir ou des mots, etc., c'est aussi se dire, pour être présent ici et maintenant avec les enfants ou dans mon travail, etc., il faut que je laisse partir cette culpabilité et que je puisse garder tous les apprentissages. Donc là, on revient sur la gratitude, c'est pouvoir dire merci aux émotions que j'ai eues ou à la culpabilité qui me montre que je suis déjà en train de lâcher ça pour me reconnecter avec autre chose. Mais si je garde la culpabilité, je vais être tout le temps un peu emmêlée dans mon passé, dans mes gestes, dans mes actes, et je n'arrive pas à me mettre dans le moment présent. Donc vraiment pouvoir le lâcher, c'est reconnaître la culpabilité et reconnaître que ça m'attache au passé. Et être dans le moment présent, c'est de me permettre de faire des changements et de me reconnecter avec les enfants, avec moi-même, avec le travail, etc. Et la gratitude nous permet aussi de voir une situation et de nous dire j'ai agi comme ça, j'ai parlé comme ça, j'ai pensé comme ça. Comment est-ce que je peux maintenant, grâce à cette situation, me permettre le changement? Et si on n'est pas dans la gratitude, on est dans le rejet. Et tout ce qu'on rejette, en fait, on le répète. Et si je rejette, je ne sais pas, la violence qu'il y avait dans mon système familial, ça veut dire que je vais la répéter jusqu'à un moment donné. Je vais dire, ok, je me permets un changement. Mais il faut d'abord pouvoir la reconnaître pour faire ce changement. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu. Oui, c'est une étape pas facile de reconnaître certaines choses de notre famille ou de notre système familial pour justement les vivre, les transcender, envie de dire, et passer peut-être à autre chose. Inconsciemment, on peut se sentir qu'on fait différent, donc qu'on n'appartient plus, ou la famille peut se sentir rejetée. Il y a plein de choses à un niveau inconscient qui peut se mêler dans tout ça. Donc, c'est intéressant de savoir que la culpabilité peut venir de ça. Et c'est des informations qui nous dit, comme tu dis, qu'on est en train de mêler un petit peu le nœud qui existe et qu'on se permet de faire autrement, sans besoin de juger les autres ou soi-même, dans cette attitude peut-être à des découvertes plus bienveillantes envers soi-même, se permettre de faire autrement que ça qu'on a pu vivre, en fait. Oui. Et oui, et quand on parlait en analyse transactionnelle des 3 états, l'état enfant, l'état parent, l'état adulte, quand on est dans notre temps enfant, on est en train de s'imiter quand nous, on était enfant et on n'avait pas le moyen de répondre à des situations compliquées d'une façon adulte. Donc, on se sentait assez vite victime ou on rentrait dans la rébellion pour pouvoir vraiment freiner ce qui nous débordait. Quand on est dans notre état parent, en fait, on imite à des personnes qui, pendant notre vie et quand on était enfant, avaient des pouvoirs, avaient l'autorité. Donc, quand aujourd'hui, on se sent dans notre état parent face à nos enfants, on sent beaucoup de force, c'est comme si on avait vraiment une grande carapace ou quelque chose qui nous protégeait. Et en fait, c'est parce qu'on imite quelqu'un de notre enfance qui était très fort pour nous. Donc, inconsciemment, c'est comme si on réveillait cette place d'autorité et de force et on se sent comme ça. Et quand on se sent dans l'état adulte, en fait, on peut se connecter avec notre enfant et dire bon, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant?
comment est-ce que moi je peux prendre de la distance, un peu de recul et voir la situation sans me mêler. Parce que plein de fois, soit je suis dans mon état parent et je vais juste poser les cadres et vraiment arriver tout de suite à avoir une certaine maîtrise de la situation, ou je me sens dans mon état enfant démuni par l'enfant, donc je vais l'attaquer parce que je sens qu'on est des égaux enfant-enfant. Par contre, l'état adulte arrive à voir la souffrance de l'enfant et arrive à voir notre propre souffrance, de nous dire pourquoi je n'arrive pas à maîtriser ça ou qu'est-ce que je peux essayer pour maîtriser ça. Et on ne se laisse pas déborder par toutes les émotions de l'état enfant qui se sent tout de suite comme s'il avait perdu les repères. C'est là où rentrera un peu aussi la gratitude. On ressent parfois des moments difficiles, des émotions très, très dures. Ça peut s'expliquer par notre vécu, ça peut venir aussi du noyau familial ou même plus loin. Et c'est permettre de savoir de les accepter parce que parfois ça va au-delà de nous-mêmes en fait. Oui. Et pouvoir les regarder nous permet justement, comme tu disais, c'est faire cette introspection pour savoir d'où ça peut venir, comment ça fait, qu'est-ce qu'elle est toujours là, pourquoi, pour quelles raisons, voilà, de l'accueillir avec bienveillance pour justement faire avec le temps qu'on peut la transformer, on va dire. C'est exactement ça, et surtout le mot bienveillance, parfois en tant que maman, quand on est débordée, on peut essayer d'être bienveillante envers nos enfants, mais on s'oublie beaucoup. Au début, quand les enfants sont tout petits, c'est parce que vraiment il faut répondre à ses besoins. Je sais pas, il faut les faire à manger, il faut changer les couches, il faut vraiment être là. Mais on peut très vite prendre l'habitude de se laisser pour la fin, et parfois même pas pour la fin. Il y a des moments où on n'arrive même pas à prendre une douche, à s'échanger, etc. Et là, cette bienveillance qu'on essaie d'avoir envers les autres, surtout avec les enfants, et quand on n'arrive pas parce que la situation nous déborde, c'est vraiment important de se dire je ne peux pas donner aux enfants de temps de qualité si je m'oublie complètement. Et il y a des phases qui sont très dures parce qu'on donne tout et on s'oublie, mais c'est notre aussi devoir de veiller pour nos priorités, pour nos besoins, pour avoir du temps pour nous. Même s'il s'agit d'avoir 5 minutes par jour, mais 5 minutes de profit, de pouvoir couper avec les enfants ou les obligations de la maison pour pouvoir vraiment prendre de l'énergie avec nous-mêmes. Effectivement, comme ça on peut en se donner en soi, on sert aussi des modèles pour les enfants et notre entourage aussi. Et, bon, je sais que tu as préparé pour l'atelier une pratique. Est-ce que tu veux Oui. commencer à nous en parler? Voilà, alors, quand on travaille avec une technique qui s'appelle le MDR, en amont, on fait un exercice qui s'appelle les lieux sûrs. Et ça nous sert beaucoup en tant que maman pour nous déconnecter quand on a des situations de crise très difficiles à vivre, pour nous reconnecter avec nous-mêmes ou à un endroit en dehors, on va dire, de tout ce qu'on est en train de vivre, et vraiment pouvoir amener notre corps en dehors de la situation. Donc, on va essayer de le faire tous ensemble. Et s'il y a des questions jusqu'au-là, si quelqu'un a une question, tu peux la dire. Je vais regarder si... Il n'y a pas eu de questions, je vais mettre un petit message sur le groupe. Donc, juste pour parler un tout petit peu de l'EMDR, en fait, on a des situations qui ont été traumatiques pour nous, qu'on n'a pas pu les intégrer dans notre réseau de mémoire. Et alors, c'est comme si dans notre cerveau, cette situation reste à l'extérieur du réseau de mémoire. Et pour les réintégrer, on va devoir faire un travail, soit le temps va faire qu'elle revienne dans le réseau normal, et soit un travail spécifique pour pouvoir le remettre. Donc ça peut être par exemple, je ne sais pas, une situation où il y a de la violence, une situation où il y a de la maltraitance, et où qu'on a vu un accident, des voitures, un viol, peu importe. Mais c'est des situations qui sont assez dures et qui restent à l'extérieur. Et pourquoi on se sert de cet exercice que c'est les lieux sûrs? C'est parce que quand on commence à réfléchir à tous ces souvenirs, notre corps devient très vite déstabilisé. Donc on ne se sent pas bien et on commence à avoir les mêmes types de mal-être qu'on a eu pendant qu'on vivait ces situations.
Donc là, ce qu'on va essayer, c'est d'avoir un lieu sûr pour nous et pouvoir revenir pendant les moments de crise avec nos enfants où on sent qu'on n'a plus rien qui peut nous aligner, qui peut nous centrer à nouveau. Donc tu me dis quand tu veux commencer et on commence. Pour le moment, je regarde, il n'y a pas de questions. Donc on peut commencer. Il y avait envie juste de rebondir sur, par rapport au trauma que tu dis, qu'il y a des études qui montrent aussi qu'il vivra même l'épuisement en soi, au-delà aussi de tout ça qu'on a pu vivre auparavant. L'épuisement parental, professionnel ou autre peut également être vécu comme un trauma en fait. Oui. Un niveau de fatigue quand on est arrivé, et donc oui. Ça peut aussi être très, très utile. Je veux dire, c'est vraiment, parfois on pense au trauma à des choses très, 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 très graves, et parfois c'est des vécus qu'on a traversés nous, ou des choses qui nous ont touchés, comme tu viens de dire. Oui, et en fait, quelque chose qui nous aide pour reconnaître si pour nous c'est un trauma, c'est quand on réfléchit par rapport à une situation et notre corps commence à revivre des symptômes qui ne sont pas liés au moment présent. Je sais pas, justement hier soir j'ai parlé avec des amis par rapport à une explosion qu'il y a eu en Argentine quand j'avais 7 ans et je commence à raconter un tout petit peu comment je l'ai vécu et très vite je dis j'ai la chair des poules. Donc ça, clairement, c'est quelque chose de très important qui a eu lieu dans ma vie, mais je ne pensais pas qu'encore j'aurais pu avoir des petits restes de traumas. Donc les traumas nous empêchent plus ou moins de vivre parce que si on vient de rentrer d'un pays qui était en guerre ou si on a vécu une situation très compliquée, on a de l'insomnie, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à parler, vraiment on est dans les traumas au moment présent. Mais parfois, on a des traumas qui se lient à des situations actuelles. Par exemple, quelqu'un qui voit qu'aujourd'hui il y a une difficulté pour être en couple, par exemple, ou pour avoir des liens sains au sein de son travail. Parfois, on va chercher plus loin et c'est une personne qui a gardé un trauma qui était très important pendant l'enfance ou pendant l'adolescence, etc. et qui fait les liens avec des moments présents qu'on vit. Par exemple, la bombe tout ce qui était autour de la bombe en Argentine, moi aujourd'hui je ne le vis pas, donc ça ne me gêne pas, on va dire, je vis normalement, c'est juste les souvenirs, donc ce n'est pas quelque chose que je vais aller travailler. Mais si c'était autour de la maternité et quand j'y pense aux années des débuts de vie de nos enfants, je me dis je n'ai pas dormi et je me remets à pleurer maintenant qu'ils sont plus grands, ils sont 7 et 9 ans. À ce moment-là, oui, il y a un trauma qui reste encore très très présent. Donc, il faut voir pour chacun, pour chacune, l'importance des traumas dans notre vie actuelle. Mais merci. Et il y a une question qui dit justement si que l'MDR, c'était ça qu'on fait avec les jeux. Oui. Et cet exercice de lieu sûr, comment est-ce que, voilà, c'est avant et c'est quelque chose qui c'est pour préparer l'MDR après, mais qu'on peut déjà mettre en place. Je te laisse expliquer cette question. Je pense que tu as voulu dire les yeux ou un jeu, c'est pas... Les yeux, oui. La question c'était, je vais t'expliquer la question. L'MDR, j'ai pensé que c'était par les yeux. Les yeux, oui. Voilà. Okay. Problème de prononciation, la liaison, désolée. Oui, c'est par les yeux ou c'est par un mouvement ou par un bruit. Donc, on peut faire un tapping sur les genoux, on peut faire des bruits dans chaque oreille, l'un après l'autre, ou on suit les mouvements soit d'un bâton, soit des doigts. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réveiller les deux hémisphères de notre cerveau, l'un après l'autre. Donc, c'est vraiment comme si tous les souvenirs traumatiques commencent à rentrer dans le réseau de mémoire et celles qui étaient à côté vont réveiller d'autres souvenirs qui sont en lien. Par exemple, si j'ai vu ou j'ai entendu une bombe ou un tir d'une balle, etc. Aujourd'hui, si j'entends une poubelle qui se ferme de façon très très forte, je peux ressentir le même mal-être parce que dans mon réseau de mémoire, le bruit des claquements de la poubelle va me faire réveiller les bruits de la bombe ou des pistolets. Donc, c'est ça qu'on va venir intégrer. Le moment traumatique très très lointain, plus des situations qu'on vit dans notre vie de tous les jours. Et juste pour le rejoindre un peu avec le travail des constellations familiales, qu'on ne va pas trop le traiter aujourd'hui, mais au niveau de nos ancêtres, et les traumas se répètent parfois de génération en génération. Donc nous, on peut vivre des difficultés aujourd'hui qui ne nous appartiennent pas.
mais qui appartient à des traumas de nos ancêtres. Par exemple, si on a un ancêtre qui est mort noyé dans une piscine, nous, sans le comprendre, on peut avoir très peur de rentrer dans une piscine. Et quand on fait des constellations familiales, on travaille les traumas ancestrales, donc que nous on porte, comment par exemple dans le côté extérieur de notre corps, de nos cellules, on porte les yeux d'une tante, la couleur des cheveux d'un arrière-grand-parent, etc. Donc en termes de difficultés, on va porter aussi de façon inconsciente plein de problématiques et de difficultés qui appartenaient à nos ancêtres, donc les traumas aussi. Très riche comme sujet. Et donc, pour répondre à la question, l'exercice de lieu sûr, c'est un exercice qui s'est fait avant d'entamer c'est la pratique de l'EMDR, justement des yeux. Poder toucher ou... Los ojos, loco, los ojos. En fait, nosotros en espagnol, pour ceux qui ne connaissent pas. Los bilingües de acá. En fait, on a besoin de pouvoir se contacter avec notre lieu sûr, un autre mot, hein, lieu sûr, lugar seguro, pour pouvoir faire de l'EMDR. Pourquoi? Parce que si je me déconnecte de la réalité et je me reconnecte qu'avec mes souvenirs traumatiques et je suis partie et je n'arrive pas à revenir, c'est notre lieu sûr qui va nous faire revenir ici et maintenant. Donc, avant, on ne le faisait pas, mais maintenant, c'est presque nécessaire de pouvoir avoir accès à notre lieu sûr et faire des allers-retours entre le moment présent et notre lieu sûr avant de commencer la pratique de l'EMDR. Au moins, je le fais comme ça. Si quelqu'un n'arrive pas à créer son lieu sûr, on ne fait pas de l'EMDR. Et cette lieu sûr, c'est une pratique qu'on peut utiliser, on peut amener avec nous dans le quotidien. Oui, et on peut l'avoir tout le temps. On peut l'avoir au moment où on est bien pour aller mieux et on peut l'avoir comme lieu sûr, comme une espèce d'échappatoire à des situations compliquées. Okay. Et j'ai fait une petite vidéo sur Instagram parce que moi je pratique l'EMDR pour moi depuis presque 14 ans ici à Toulouse et j'avais mon lieu sûr en Argentine à la maison de campagne à côté dans des arbres et je n'étais jamais retournée vraiment. Et il y a 2 mois, je suis allée et j'ai fait une petite vidéo de mon lieu sûr. Donc ça peut être soit un endroit qu'on connaît et qu'on a les souvenirs de toute notre vie ou notre enfance parce qu'on le connaît bien, ou soit un endroit qu'on imagine. Ça peut être au bord d'un lac ou en face d'une cheminée, etc. Donc c'est pas nécessaire de le connaître en soi, mais si on le connaît et on peut y aller de temps en temps, c'est bien parce que ça va vraiment le recharger et on va se reconnecter avec cet endroit. Merci. Bon, avant de passer à la pratique, il y a une question d'Hélène qui demande s'il y a un livre à conseiller par rapport aux constellations familiales. Constellations familiales, alors en français? Je pense oui. Donc, il y a une personne avec qui je continue à me former qui s'appelle Brigitte Champetier-Derive. Et elle a un livre qui s'appelle Les forces de l'amour, qui est super et qui est très très clair. Et pour commencer avec les constellations, c'est génial. Après, un deuxième livre qui s'appelle Les exercices systémiques. Si elle parle un peu espagnol, elle peut taper sur internet son nom. Elle va voir plein de vidéos, mais en français. Ou en espagnol, pas en français. Mais ces 2 livres, elle peut les acheter sur internet. Et après, il y a un livre qui s'appelle en espagnol Este dolor no es mío. Ah attends, oui, parce que... c'est pas comment il est en français, je vais le chercher, c'est super intéressant. Tu veux que je cherche l'auteur parce que je l'ai là. Ah, tu l'as en français? Non, en espagnol, mais l'auteur c'est... Ah vas-y, on va chercher. Je l'ai lu aussi en espagnol. Désolée. On va chercher en français les livres. Les titres de ces livres. Este dolor no es mío. Non, je l'ai prêté. Je l'ai aussi, mais en espagnol aussi. Pardon, je l'ai prêté, je ne l'ai pas là. Ça s'appelle Este dolor no es mío. Mais je peux mettre l'auteur et comme ça pour alors, Mac. Bon, je te laisse continuer et je fais cette petite recherche. Si tu veux commencer à présenter la pratique, je ne peux pas perdre du temps. D'accord.
Donc on va commencer d'abord par réveiller tous nos sens pour pouvoir créer un lieu sûr. Donc on va essayer de taire notre côté mental, notre tête. On va se connecter avec notre respiration. Et à chaque moment ou chaque pensée qui vient, on peut la laisser partir avec toutes les expirations qu'on fait. Et là, on va chercher un endroit où on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent en sécurité. On va chercher un nom pour cet endroit. Si c'est un endroit qu'on connaît et il y a un nom déjà, on va essayer de garder ce nom-là. Si c'est un endroit qu'on est en train de créer, on va lui mettre un nom qui pour nous ait des sens et un sens qui soit lié avec la sérénité, la paix, le bien-être. Et là, avec les yeux fermés, on va essayer de se connecter avec tous nos sens à cet endroit. On va essayer d'entendre ce qu'il y a, ce qui est autour de nous. On va essayer de sentir s'il y a des arômes qui viennent. On va sentir notre peau, la température de l'air, de l'ambiance. Et sans ouvrir les yeux, on va regarder dans cette lueur autour de nous pour voir tout ce qu'il y a. Et à chaque inspiration qu'on va faire, on va se connecter avec la paix de notre corps, la paix de cet endroit. Et on va se permettre de sentir des mots qui vont venir. Ça peut être la calme, sécurité. On va entendre les silences qu'il y a autour de nous. Et on va répéter au fur et à mesure le nom de cet endroit. Et petit à petit, on va laisser notre corps se relaxer avec le contact de cet endroit. Et là, on va voir quelle partie de notre corps est en paix, quelle partie est en sécurité, et on va la lier au nom de cet endroit, à tout ce qu'on ressent. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux. Et le travail qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de notre lieu sûr pour retourner. Donc ça, on le fait en EMDR pour pouvoir voir notre propre capacité pour faire cet aller-retour. Comme c'est un endroit qu'on devrait pouvoir avoir accès pendant des moments de crise, on va tout seul se mettre dans une crise ici et maintenant. Donc vous allez penser à quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne. Ça peut être un voisin qui tous les soirs fait des bruits, ça peut être qu'on a laissé la machine avec tous les habits à l'intérieur humides, quelque chose qui perturbe un peu. Pas un gros conflit, mais quelque chose qui gêne. Un mail que vous devez répondre depuis des semaines et vous n'avez pas envie. Un appel que vous devez passer et ça vous gêne.
Et là, vous allez vous connecter avec votre corps en pensant à cette situation qui vous dérange, qui vous gêne. Vous allez sentir la différence. Vous allez répondre à Raquel si vous avez pu le faire ou pas. Si vous êtes là, en ce moment qui gêne, qui perturbe, qui dérange. No te escucho, Raquel. Désolée. Vous pouvez dire, partager si vous en êtes arrivé. En attendant la réponse, parce qu'il y a toujours un petit décalage, il y a quelqu'un qui a posé une question. Je ne sais pas si je te la pose maintenant ou après. Après, parce que sinon, on va tout couper. Okay. Donc là, cette idée que depuis notre lieu sûr, on a pu partir et on peut sentir les changements de notre corps. Est-ce que toi, tu sens les changements? Donc là, on va voir avec cette situation qui nous gêne, comment on peut se ramener à notre lieu sûr. Donc c'est toute seule, chacune va se remettre dans les lieux sûrs. Donc c'est essayer de ressentir tout ce qu'on avait autour, dans ce silence, dans la paix qu'on avait. Et pouvoir vraiment se connecter avec tout notre corps à cet endroit. Et petit à petit, notre corps peut retourner à notre lieu sûr. Et là, on va commencer à sentir les pieds par terre, les jambes, les hanches, les épaules, notre tête. Et revenir ici et maintenant. Comment tu te sens, Raquel? Ici et maintenant. Bien. Et c'est très simple en fait quand on a des moments de crise ou des moments où on sent cette frustration ou des émotions qui on est débordé, de pouvoir nous rappeler juste avec le nom de cet endroit, pouvoir le répéter. Un peu comme une phrase qu'on peut se dire 10 fois non-stop pour pouvoir laisser notre corps repartir quelque part. Et revenir en même temps, ici et maintenant, mais avec le corps qui est ailleurs. J'ai reçu maintenant les messages qui disent qu'effectivement, ils ont pu ressentir cette différence. D'accord. Tu me disais qu'il y avait une question? Oui, la question c'était, est-ce que toutes les personnes victimes de violences sexuelles ont plus de mal que les autres à se connecter à leur imagination, peut-être à ces lieux sûrs? Est-ce qu'il y a des difficultés qui peuvent le faire aussi s'ils peuvent faire de l'MDR? Et en fait, n'importe quelle situation qui a été violente pour nous, ça peut être la violence physique, des abus sexuels, etc., peut être vécue avec la même gravité ou la même difficulté que n'importe quelle autre situation compliquée. Le fait d'avoir vécu dans une famille, par exemple, avec des parents qui avaient des pathologies très graves, ça peut être aussi très violent pour soi-même. Donc, et le fait de pouvoir aller au-delà des moments présents, ce n'est pas par rapport à un abus sexuel, etc., mais c'est par rapport à nous-mêmes. Et parfois, on peut faire un travail sur soi avec n'importe quel type de vécu qu'on a eu, mais c'est important de pouvoir, avant de démarrer par exemple un EMDR, de sentir qu'on est capable de se connecter à notre lieu sûr. C'est justement un sujet qu'on travaille beaucoup en EMDR parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, après avoir vécu soit des viols, soit des abus sexuels, n'arrivent pas avec les thérapies plus classiques à aller au-delà. Donc, ils sont
des crises d'angoisse assez fortes, par exemple quand ils sont de rapport avec leur couple ou se sont bloqués dans leur vie quotidienne, parce que justement, on est victime pendant le moment de l'abus sexuel, et quelque chose qui nous permet, plus les constellations que les MDR, c'est de nous connecter avec nos émotions des moments où on a été victime. Et c'est assez souvent cette envie de se venger et de faire du mal à l'autre qui nous permet de se sentir d'égal à égal avec l'autre. C'est assez costaud comme thème. Demande-lui si ça lui intéresse, je peux aller un peu plus loin par rapport à ça. Oui. Pour le moment, ça reste comme ça. En fait, j'ai d'autres retours. C'est un sujet qui est important, je pense, qui aurait peut-être besoin de plus de temps pour en parler, mais tu as déjà fait un tour important des émotions qui peuvent être difficiles à vivre et comment on peut passer peut-être à des victimes à retrouver un peu plus de force, en fait. Oui. Ça, tu voulais partager. Et c'est aussi par rapport à la maternité. Donc, quand on a des situations où on se sent victime, la première émotion qui vient, c'est de vouloir se défendre. Ce n'est pas rester congelé en tant que victime. On reste congelé parce qu'on sent que la situation elle est trop énorme pour nous. Mais ce que nous, on a à l'intérieur de nous, ce qui prend place tout de suite, c'est grâce à l'adrénaline, cette envie de se défendre. Donc, quand on est enfant, on n'arrive pas à le faire, mais c'est important de pouvoir, en tant qu'adulte, retrouver cette force de notre propre envie de se venger, c'est-à-dire de faire du mal à l'autre. C'est l'émotion, c'est la colère en soi, c'est cette envie vraiment, faire du mal à l'autre. Et une fois qu'on reconnaît cette pulsion qu'on peut avoir, en fait, c'est comme si en constellation, on fait la représentation de quelqu'un qui nous a fait du mal et nous-mêmes. L'autre nous regarde et nous dit « tu es comme moi, tu as aussi envie de me faire du mal ». Et nous, on peut regarder la personne qui a exercé violence envers nous et se dire « moi, je suis aussi comme l'autre, moi aussi j'ai envie de lui faire de mal ». Même si c'est pour me défendre, mais j'ai envie de lui faire du mal. Et justement, c'est la rancune, je sais pas comment on dit, le rancor. Encore, je sais pas si prononcer la même rancor. Qu'on garde. Oui, qu'on garde face à l'autre, ça s'appelle la vengeance froide. Donc, la rancœur qu'on garde, cache aussi cette envie de faire du mal à l'autre. Donc, quelque chose qui nous aide vraiment à guérir et aller au-delà des abus sexuels, c'est de nous connecter avec notre envie de faire du mal à l'autre et pouvoir le dire à l'autre, moi, comme toi, j'ai aussi envie de te faire du mal. Pour pouvoir reprendre. Pardon, excuse-moi. Oui, c'est légitime parce qu'on se sent attaqué, on a envie de se défendre. Donc, c'est comme deux animaux. Et c'est pouvoir maîtriser la force de l'autre pour ne pas trop souffrir. Donc, l'autre va nous faire de mal, je dis n'importe quoi, mais avec cette hauteur très, très, très mal. Et nous, on a envie de le pousser. Donc, pas la même quantité de mal, mais on a envie de le repousser pour que ça ne nous fasse pas autant de mal. Mais quand on se reconnaît acteur des violences aussi, parce qu'on a envie de l'empêcher en lui faisant de mal, on gagne beaucoup de force et on se sent plus victime. C'est la question de la colère qui a beaucoup de mauvaise presse, mais qui est une pulsion de vivre en fait. C'est elle qui nous permet de mettre des limites, c'est elle qui nous permet justement de pousser et que, quelque sorte, parfois on peut s'empêcher de la ressentir et il peut donc apporter des soucis. Il y a une étude qui montre en plus que l'expression de la colère chez la femme, elle est beaucoup plus censurée que chez les hommes. Oui. Et en gros, on se sentirait moins légitime à exprimer parfois ces genres des émotions qui sont très libératrices d'ailleurs quand on était nous-mêmes victimes, qui sont nous remplir de force justement pour dire des non, et mettre des stops et beaucoup d'autres choses. En fait. Elle existe parce qu'on a un besoin. Oui, mais la grande confusion, c'est quand on commence à nommer les émotions comme positives et négatives. Donc, dès le départ, on nous dit c'est mauvais sentir cette colère, c'est mauvais de sentir la peur, c'est mauvais, et c'est bien, tu es joyeuse, c'est bien, tu es gaie, c'est bien. Et en fait, c'est pas ni bien ni mal.
c'est l'émotion qui nous permet d'être en connexion avec le moment présent. Donc, bien évidemment, si quelqu'un vient me faire du mal et je suis toute joyeuse, ça veut dire que mon émotion est inadaptée. Par contre, si quelqu'un vient m'attaquer et je ressens cette colère, je peux me défendre parce que l'adrénaline va me prendre tout mon corps, bien sûr que je vais pouvoir l'arrêter. Par contre, quand on a des émotions, on appelle les émotions secondaires, qui, tu me dis au niveau du timing, je ne regarde pas l'heure. Oui. Quand on a des émotions qui sont inadaptées, c'est parce qu'elles sont trop présentes dans notre vie ou elles restent pendant très 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 longtemps. Par exemple, c'est typique quand on a des enfants ados qu'on peut être en colère. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas ce que l'enfant nous a dit et qu'on ne servait à rien, qu'on ne comprenait rien, qu'on était des mauvais parents, etc. Mais quand on commence à se détacher de l'enfant et on se dit l'enfant a besoin de traverser toutes ces phases de séparation, de détruire l'image d'une maman et d'un papa pour se reconstruire à soi-même, il faut qu'il traverse l'adolescence pour devenir après adulte. Mais sinon, on le prend contre nous. Bien sûr, il peut avoir cette colère qui peut rester très très longtemps. Mais en fait, c'est parce qu'on est trop égocentré à se dire il m'a dit, elle m'a dit. Mais une fois qu'on arrive à enlever c'est mais, parce qu'il ne m'a pas dit, il dit, elle dit, on peut voir juste la souffrance de l'enfant qui est derrière, on ne le prend pas contre nous. Là, on peut agir avec l'enfant. Sinon, on est tout le temps et d'enfant en enfant, en attendant que l'enfant nous donne notre place des parents. Et avoir la place des parents, c'est aussi être dans l'état adulte et accepter ce qui vient de l'enfant, en mettant des limites, etc. Pas en laissant l'enfant faire n'importe quoi. Mais quand ça nous touche trop, ça veut dire que parfois on a une émotion qu'on ne peut pas vivre de façon plus saine, plus sereine. Bon, mais merci Carmen, je regarde en même temps par rapport à la question des violences, il me semble que c'est bon. Et il y a une question que je me permets de répondre qui disait, si je comprends bien, à chaque fois que nous sommes stressés, nous pouvons nous réfugier dans ces lieux sûrs pour trouver notre sérénité, pour revenir au moment présent. Exact, oui, exactement. Et des moments où on est bien pour aller mieux aussi. Et c'est bien aussi de se dire que la maternité est difficile et puissante, tout, mais en fait, c'est aussi une source de bonheur. Il y a plein de moments où on profite énormément. Et c'est pour ça qu'on fait un enfant 2, 3, 4, on continue. Même si oui, c'est du taf, c'est épuisant, mais il y a beaucoup, beaucoup de moments de bonheur. Et donc, ces moments de bonheur, parfois, sont un peu teintés par des soucis qu'on peut avoir en tant que professionnel, en tant que femme, etc. Mais c'est de pouvoir se permettre d'aller mieux et profiter plus de ces moments. Et les lieux sûrs nous connectent vraiment avec cet endroit qui notre corps est complètement détendu et au-delà d'où on est pour être dans les profits. Et par rapport à ce que tu as dit, qu'on peut aussi le faire quand on va bien pour aller encore mieux, il y a la phrase qui me vient de « on n'apprend pas à nager en milieu d'un naufrage ». Donc c'est vrai que c'est intéressant de les mettre en pratique quand ça va bien, comme ça peut devenir plus facile, automatique quand on aurait besoin. Parce que parfois c'est pas évident de passer d'une activité du système nerveux très élevé à cette descente, et si on le pratique quand ça va bien, complètement. Ça peut entraîner. Complètement. Surtout quand on y pense par exemple le soir avant de se coucher, assez souvent, on a tous les regrets de la journée. C'est ce qui vient parfois de façon systématique, de dire je n'ai pas passé assez de temps de qualité avec les enfants, j'ai hurlé sur l'un, j'ai pas pu faire ça avec l'autre que j'avais promis. Mais on va se souvenir les moments les plus compliqués, pas les moments les plus doux, pas les moments où on a été vraiment présent, pas les moments où on a partagé. Et donc, soit on a cette culpabilité qui vient face à ces moments durs, soit on a de la gratitude avec les autres. Et là, c'est juste un choix. Donc, on peut même se connecter avec notre lieu sûr au moment de se coucher. Et vraiment, c'est comment accueillir tous les moments de douceur et tout ce qu'on a vécu pendant la journée qui sont là aussi. Et c'est chouette. Et après, ça vient vraiment quelque chose comme un réflexe, qu'on arrive à le faire sans y réfléchir. Donc, c'est vraiment chouette. Et je dis, parfois, on a besoin de cet apprentissage quelque part ou cette habitude, parce que le cerveau a tendance à se rappeler de ce qui ne va pas, comme tu disais. Voilà, il est en constante alerte parce qu'il veut nous maintenir vivants.
Oui. Et parfois, il peut passer à côté des manières automatiques des moments bons. Oui, et peut-être pour les mamans qui ont des enfants les plus jeunes, il y a des phases quand les enfants sont tout petits. Pour moi, c'est pas comme si on les vit, on les survit. C'est tellement dur qu'il faut vraiment les survivre. Et après, ça passe. Mais quand ils sont tout petits, que personne nous a parlé de toutes les émotions dures qu'on peut vivre, de comment ça peut être difficile de gérer des enfants ou des mamans où on est parfois toute seule avec un, deux enfants et à tout gérer. Oui, effectivement, c'est dur. Mais il faut savoir aussi que ça passe. Les phases qui sont très dures où les enfants sont complètement dépendants ont une fin. Et ça nous aide beaucoup d'avoir des liens, des réseaux avec d'autres mamans ou d'autres personnes qui puissent être là pour nous entendre et pouvoir partager, pouvoir sortir toute cette frustration qu'on peut vivre au début de la maternité. Et après, il y a la période de latence qui c'est à peu près à l'âge des 6 ans jusqu'à 12 ans, que c'est une phase beaucoup plus calme. Et c'est aussi une phase pour pouvoir profiter des enfants parce qu'ils sont là, disponibles, à l'écoute. Et ça va dépendre vraiment, cette phase, la phase de latence, de comment on va vivre l'adolescence. Donc, les plus nous, on se forme en tant que maman, où on comprend un peu l'évolution des enfants, ou tout ce qui leur sert à eux pour mieux se développer, le moins on se sent atteint par rapport à ses propres émotions quand eux, ils sont débordés. Donc, pouvoir les accompagner avec cette proximité et en même temps cette distance pour ne pas se prendre tout à cœur, mais en même temps pouvoir être là pour eux. Merci Carmen. Pour finir, je vais te partager les dernières questions si tu veux bien. Donc, une question, c'est par rapport aux violences subies pendant l'enfance, si c'est conseillable, ça peut être conseillé de faire de la constellation familiale. Et l'autre aussi, c'est par rapport à l'MDR. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas. Ouais. Gorge, c'est qu'il y a travaillé. Ah oui. Est-ce que quand on a des nœuds à la gorge, quand on a ces tensions dans le corps, est-ce que le M2R, est-ce qu'il y a des choses à travailler par rapport à l'M2R? Je pense que c'est à peu près quand est-ce qu'on peut aller, pour résumer un petit peu vers l'une ou l'autre, en quoi on peut, à quel moment on peut s'intéresser à ces accompagnements et voilà, pour les violences subies dans l'enfance, constellation familiale et pour le reste de l'M2R. Donc. Alors, je prends mon Kleenex qui est utilisé, désolé, pas trop. Donc, on est toute petite, on est comme ça, donc on est comme une feuille blanche. Et petit à petit, la vie, pendant notre enfance, qui est dure, on vit des situations difficiles, compliquées, donc on garde tout ça dans notre corps. Et à un moment donné, on devient adulte. Donc, l'adulte est là, ici, mais il y a l'enfant intérieur qui reste là, avec toutes ces souffrances qu'il a vécues. Donc, à chaque fois qu'on se souvient, on peut avoir des traumas qui se réveillent en nous en tant qu'adultes. Donc, on peut travailler l'enfant intérieur pour être bien dans notre corps d'adulte, en sachant que l'enfant intérieur est toujours à l'intérieur de nous. En constellation, je vais faire par exemple un stage le 27 juin. Je ne sais pas si elle est à Toulouse ou pas. Si elle veut venir, elle peut venir. En constellation, on essaye de travailler pour guérir cet enfant intérieur qui nous accompagne tout le temps, tous les jours, toute la vie, pour faire que les souffrances qu'on a eues pendant le passé restent dans le passé. Les plus on les travaille, les plus on les accepte. Et en constellation, et ça nous sert aussi pour nous en tant que maman, c'est d'essayer de voir nos parents juste comme deux animaux. Une femme et un homme qui, avec leur fusion, nous ont donné la vie. Donc, on ne peut pas avoir des attentes par rapport à eux, parce que comme nous, on a notre enfant intérieur à l'intérieur de nous, nos parents aussi. Donc, ils ont eu leur propre souffrance, leur propre histoire, ses propres loyautés envers ses ancêtres, et ils font le maximum qu'ils peuvent. Même nous, quand on fait des bêtises avec nos enfants et on regrette, on se dit pourquoi je n'ai pas fait différemment. Mais c'est parce qu'on n'arrive pas, on ne peut pas. Et nos parents, c'est pareil. Et surtout qu'ils viennent d'une époque où il y avait moins de thérapie, moins d'outils, moins d'Instagram, moins de nanas qui nous disent « il ne faut pas frapper tes enfants, et les objets se cassent, mais les enfants vont se souvenir toute la vie de nos cris, etc. » Donc nos parents n'ont pas eu toutes ces ressources que nous, on a eu. Donc quand on commence à voir nos parents juste comme deux animaux, hommes, femmes qui nous ont donné la vie, et on essaie de ne plus avoir d'attente par rapport à eux, on laisse les passer dans le passé. Si je suis tout le temps
à revenir dans mon histoire personnelle, me dire ils auraient dû faire ça, pourquoi ils n'ont pas fait ça. Moi, je suis plus tendre avec mes enfants. Malheureusement, mes parents n'étaient pas comme ça. Donc, on est tout le temps dans les reproches et dans l'attente. On n'arrive pas à prendre notre place d'adulte. Parce que l'adulte va se dire mon passé était comme ça, on ne peut pas le changer. Comment je fais d'ici en amont pour avancer? Donc oui, les constellations familiales aident beaucoup aussi. Et c'est aussi un choix. Le choix d'être dans l'état adulte et l'adulte choisit d'accepter le passé et de rester et revenir tout le temps dans le moment présent. Et le MDR, en fait, on peut s'en servir comme thérapie. Quand on a, et ça on le fait par les constellations, quand on a un nœud dans la gorge, parfois on a accumulé trop de choses qu'on n'a pas pu dire. Parfois on vient d'une famille où il y avait des addictions, donc on avait plus tendance à ne pas dire les choses, à ne pas montrer les émotions, à tout cacher. Et parfois c'est des angoisses qui viennent qu'on n'arrête pas à lâcher. Donc il y a plein de psys, plein de thérapies différentes qui peuvent nous accompagner aussi pendant la maternité pour tout lâcher. Et le MDR travaille plus sur des traumas, des choses qui sont restées vraiment comme un trou noir, comme les triangles des Bermudes, qui chopent beaucoup d'énergie et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Bah, mais merci Carmen, je pense qu'on a fait un beau tour de ces accompagnements, on part avec un lieu sûr. Cet atelier sera en replay donc, pour les personnes qui ne peuvent pas le voir ou qui veulent le répéter, parce que c'est pas mal de revenir sur cette pratique pour l'amener avec soi, ils pourront le faire. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour clôturer cet atelier très riche. Oui. Et juste pour nous dire à toutes les mamans que je vois mon mari a 2 enfants déjà qui sont plus grands, qui ont 22-25 ans. Et au début, quand on a eu 2 enfants qui sont plus petits, je me suis dit, mais ça va jamais finir, c'est éternel, c'est tellement dur. Les gens me disaient, mais profite, ça passe vite. Je disais, heureusement, c'est tellement dur. Et c'est vrai que quand le temps passe, je me dis, c'est vrai que ça passe vite, mais il faut vraiment, j'essaie vraiment de pouvoir me respecter à moi-même. De me dire, s'il y a des moments qui me semblent qui sont éternels et qui sont très durs, ne pas me juger pour ça. Et ne pas vouloir, comme on dit partout, d'être la maman parfaite, mais surtout de ne pas m'oublier à moi, de penser aussi à moi. Parce que certes, ça passe vite, et je vois les 2 grands maintenant qu'il ne faut pas leur dire brosse-toi les dents, on va prendre une douche, ou je donne plus de douches, etc. Mais c'est aussi, pendant la maternité, j'aurais bien aimé respecter tous mes ressentis, même les ressentis des colères, des haines, etc. Parce que nos ressentis passent aussi. Donc, j'aurais profité vraiment plus de la maternité si j'avais su, je ne sais pas, que j'avais mon enfant intérieur qui était en souffrance ici à chaque fois que je me sentais rejetée, qu'à chaque fois que je n'arrivais pas à gérer une émotion ou une situation et j'étais débordée, je m'en voulais. Et aujourd'hui, je dis oui, je m'en veux, mais je me ramène dans le moment présent et je dis oui, j'ai de la colère, oui, j'ai cette frustration, oui, j'ai de la peur et je passe à autre chose. Donc, j'essaie d'arrêter de juger mes émotions comme négatives et positives, me dire, mais c'est parti d'un tout. Et moi aussi, j'ai mes côtés ombres, mes côtés lumineux et tout, mais je peux m'accepter tel que je suis parce que je vais continuer à sentir tout ça. Donc, les plus je l'accepte, les plus les enfants vont aussi accepter ses colères, ses peurs, ses frustrations, etc. Voilà, je te dis. C'est beau, merci beaucoup. Juste pour finir, il y avait quelqu'un qui demandait si tu faisais constellation à Paris. Il me semble que tu à Toulouse, que tu fais qu'à Toulouse, mais il y a des choses que tu peux faire en distanciel parfois. Oui, j'ai fait en ligne aussi et en présentiel maintenant je fais qu'à Toulouse. Quand les enfants vont grandir, je vais aller un peu partout dans le monde entier. Mais là, je reste auprès d'eux quelques années, jusqu'à l'adolescence, que c'est eux qui vont me virer. Mais je connais quelqu'un qui fait à Paris. Si elle a envie, elle peut m'envoyer, tu peux lui donner mon WhatsApp, elle peut m'envoyer un message, je l'envoie. Ouais, ou par Insta. Ok, super. Bah, n'hésitez pas à nous envoyer vous avez mon mail, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous donnerai les informations pertinentes pour vous accompagner au mieux et faire cette traversée vers l'épanouissement ensemble et prise de l'âme. J'ai l'impression qu'on va un peu, voilà, entre toutes, on se donne des pleines ressources et
on s'entraide, c'est très beau. Merci beaucoup, Carmen, Merci à pour toi. cet atelier, ton récit. Merci Raquel. Et merci pour tout ce que tu as donné à plein de femmes et d'hommes partout. Tu te rends pas compte comment c'est parti dans tous les sens ton projet. Donc, chapeau madame, félicitations et merci de m'avoir Merci fait beaucoup, partie. c'est un plaisir et vraiment voilà, cette envie de partager, vulgariser des choses que parfois on ne sait pas et que ça peut nous aider énormément. Donc merci à toi de participer pour me partie de cette aventure. Bon, merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée à tout le monde. Et voilà, et puis le groupe c'est merci à tout, voilà, c'était des membres de Tidi, merci beaucoup, merci infiniment, plein d'outils pour avancer. Super, merci. Merci. Super. Merci Tu vas attendre beaucoup. juste deux minutes parce qu'il y a toujours un petit décalage sur YouTube. Donc l'information, je pense, n'a pas encore arrivé. Mais il n'y a pas de souci parce qu'il sera dans le replay. Parfait. Ne vous inquiétez pas. Parfait. Merci beaucoup. Merci Raquel. Je me déconnecte, oui? Je peux arrêter la diffusion en direct. Donc, au revoir. Oui, je pense que tout est bon. Et on peut se déconnecter si jamais. Bueno. Je pense qu'on est plus